Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le dimanche 3 juillet. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Et tout d'abord, 1000 excuses pour ces quelques instants de retard dus à un petit incident technique. Dans notre actualité, tout d'abord, la visite de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Une visite de 3 jours entamée donc aujourd'hui. Le successeur de Christiane Taubira est arrivé à la mi-journée à l'aéroport Paul Caraïbe, où il a d'abord précisé qu'il était venu se rendre compte des dossiers en suspens, vous en verrez les images, des dossiers en suspens ou faisant encore l'objet d'interrogations, comme la reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre ou encore l'agrandissement du centre pénitentiaire de Bémao. J'espère que les images vont arriver. La construction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre étant déjà actée et même lancée, puisque la première pierre sera posée mardi. Vous voyez donc l'arrivée de M. Urvoas à la mi-journée à l'aéroport Paul Caraïbe. Premier temps fort de cette visite, celle du centre pénitentiaire de Bémao, où le ministre, comme ses prédécesseurs, a été interpellé sur la question de la surpopulation carcérale et donc quid du projet d'agrandissement de l'établissement. Le reportage de Muriel Barlagne. Jean-Jacques Urvoas tenait à voir de lui-même le centre pénitentiaire de Bémao et ne pas se contenter des informations sur le papier pour définir sa politique. Mais le ministre avait averti à son arrivée, il n'avait aucune annonce à faire concernant cet établissement. Non. Depuis que je suis garde des Sceaux, je fais plusieurs déplacements et je commence toujours par décevoir. Je ne viens pas annoncer, parce que sinon ça serait inéquitable pour tous les endroits où je ne vais pas, alors que les besoins sont immenses. Je viens ici d'abord pour m'assurer d'une réalité que je ne connais que sur le papier et qui montre qu'il y a des priorités qu'il faut relever. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité visiter les 2 établissements pénitentiaires qui existent sur l'île et les 2 tribunaux de grande instance, puisque j'ai fait de la justice du quotidien mon unique obsession, à un moment où d'ailleurs en ce moment nous sommes en train d'arrêter le budget pour 2017. Et donc quelle meilleure manière pour moi de convaincre que de me nourrir de ce que je vois. Il faudrait de toute urgence financer l'extension du centre pénitentiaire de Bémao. Un projet de 71 millions d'euros prévu pour 2019-2021, déjà entre les mains de l'APIJ, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Mais aucun budget ne lui aurait été alloué. C'est pourtant la solution au problème de surpopulation de l'établissement pénitentiaire de Bémao. Près de 750 détenus pour 504 places, avec en face un personnel en sous-effectif. Les organisations syndicales sont sorties déçues de la rencontre avec Jean-Jacques Urvoas. Aujourd'hui, ce qu'on attendait du ministre, c'est qu'il puisse nous donner des garanties sur une évolution de notre métier, mais aussi sur une évolution sur la structure de notre établissement. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, nous avons une sous-population pénale qui ne cesse d'augmenter avec plus d'une centaine de matelas au sol. Donc, encore une fois, ce sont des alertes qui sont données depuis des années maintenant. Les conditions de détention sont déplorables. Les conditions de travail pour les personnels aussi. Les conditions de vie pour les personnels aussi. Et aujourd'hui, pas d'annonce de notre ministre. Pas un discours général, oui c'est bien beau, mais aujourd'hui ne s'engage sur rien. Près de 230 personnes sont employées au centre pénitentiaire de Bémao, dont 174 surveillants. Depuis 2 ans, ils sont épaulés par les agents de l'ESP, l'équipe de sécurité pénitentiaire. Cette brigade de 8 personnes intervient pour éradiquer la violence dans les cellules. Sa présence aurait permis une réelle baisse du nombre de bagarres. Des démonstrations ont été présentées au ministre afin de montrer le déroulement d'une intervention. Il s'agit parfois de maîtriser des individus armés, une simulation de la triste réalité de la vie carcérale à Bémao. Outre le fait d'être aujourd'hui ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas est d'abord un membre éminent du Parti socialiste, parti au sein duquel il a fait, selon sa biographie, plusieurs allées et retours. Il y est entré, en tout cas pour la première fois à la fin des années 70, séduit par Michel Rocard.
C'est donc tout naturellement que nous avons sollicité sa réaction au décès de l'ancien Premier ministre survenu hier à Paris. Michel Rocard était, je ne peux pas dire que c'était un ami, puisqu'on ne décrète pas, mais en tout cas c'était une référence constante pour moi. C'était une admiration de tous les instants. Mon dernier acte comme parlementaire, c'était d'être rapporteur sur la loi sur le renseignement. Michel Rocard avait été un Premier ministre passionné par ces sujets et j'avais eu l'honneur de signer avec lui une tribune dans un journal important dans l'Hexagone pour dire la nécessité de légiférer. Donc c'est beaucoup de combats partagés avec Michel Rocard. J'ai adhéré au Parti socialiste en 1977 pour permettre à Michel Rocard de mener une action au service du PS. Donc c'était une admiration constante, une référence permanente, des combats partagés et sans cesse renouvelés. Donc je suis évidemment, comme beaucoup de socialistes, très triste à l'idée qu'il nous écoutait. Mais en même temps, comme beaucoup, j'ai gardé les livres qu'il a écrits. J'en ai même certains qui sont dédicacés et je sais qu'ils garderont une actualité pendant encore très longtemps. D'autres réactions locales, celle d'abord du président du conseil régional, Harry Chalus, qui a salué en Michel Rocard un homme au sens profond de l'analyse, au franc-parler, et salué également son courage au service de la paix, faisant ainsi allusion au règlement de la crise de Nouvelle-Calédonie. Autre réaction, celle du député maire des Abîmes, Éric Jalton, qui évoque d'abord l'amitié qui avait lié Michel Rocard à feu Frédéric Jalton, son père, député maire des Abîmes de 1965 à 1995. Pour Éric Jalton, l'ancien Premier ministre a d'abord incarné une vision moderne du socialisme. Fin de citation. Le courant qu'animait Michel Rocard au sein du Parti socialiste était représenté en Guadeloupe avec notamment son club Convaincre, un club animé en Guadeloupe par Marlène Méliste, actuellement hors du département, mais que nous avons joint par téléphone. Une réaction évidemment pleine d'émotion. C'est une perte d'abord, une perte pour la politique, naturellement pour ceux aussi qui partageaient ses convictions. Il était là et il avait initié en particulier des clubs Convaincre, dont il m'avait confié l'animation en Guadeloupe et qui effectivement participait à redonner de l'exigence et du sens à la politique. Et donc vraiment c'est une grande tristesse pour l'homme lui-même, parce qu'il était son exigence, sa vision extrêmement exigeante de la politique et en même temps son côté très simple, et puis sa volonté de changer les choses. Le RNI, on ne doit pas oublier que c'est Michel Rocard, la politique de la ville, c'est encore Michel Rocard, tous nos engagements, la défense de nos intérêts au niveau de Bruxelles, c'est aussi Michel Rocard. C'est donc une vraie perte. Une vraie perte pour un homme d'engagement qui n'hésitait pas à être minoritaire s'il le fallait. On n'oublie pas qu'il avait démissionné du Parti socialiste sur la question algérienne, où il considérait que Mitterrand s'était comporté comme un assassin, même si ces mots étaient un peu peut-être exagérés. Mais ça montre bien jusqu'où l'homme pouvait aller pour ses convictions. Nous poursuivons le déroulement de notre actualité avec le CORECA, l'association Contact et Recherche Caraïbes, qui dans ses actions pour renforcer les échanges entre les peuples de la Caraïbe, organisait aujourd'hui sa désormais traditionnelle rencontre des communautés où Guadeloupéens, Dominicains, Haïtiens, Syro-Libanais se sont réunis pour des échanges culturels et cela a commencé par la gastronomie. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. La Caraïbe s'est donné rendez-vous au Fort Fleur d'Épée par le biais de l'association CORECA qui contribue depuis une vingtaine d'années à la coopération régionale dans la Caraïbe. Aujourd'hui, le principe est de réunir toutes les communautés de population existant en Guadeloupe. Donc il y en a quelques-unes qui travaillent traditionnellement avec notre association, en particulier les associations haïtiennes et de Dominique. Et cette année, nous avons invité la communauté libanaise qui fête son 150e anniversaire d'arrivée en Guadeloupe. Nous avons aussi la participation régulière des associations des Indiens de Guadeloupe. Et voilà, l'idée c'est un partage sur les réalités culturelles de chacun de ces pays
Et le focus de la journée en général, c'est le partage de repas. Chacune des communautés préparant une spécialité de sa région, de façon à ce que nous goûtions un petit peu de chaque chose. Et cette année, en plus de la communauté libanaise, nous avons le plaisir d'avoir une association des Africains de Sénégalais de Guadeloupe. Donc nous allons avoir un échantillon de toutes ces cultures à travers notre repas. Parmi les temps forts de cette journée culturelle, la visite du Fort Fleur d'Épée qui a joué un rôle important dans la protection de la rade de Pointe-à-Pitre, notamment durant la grande bataille de 1794 opposant la France et l'Angleterre. Cette bataille de 1794, où les Anglais ont joué un peu de stratégie pour rentrer, puisqu'ils avaient déjà attaqué en 1793 et ils n'avaient pas réussi à rentrer vu qu'il y avait une bonne armée qui défendait ce fort. Et là, ils ont été repoussés, chassés, mais ils sont revenus en 1794 et là, ils ont surpris cette armée qui était là en passant par le Mont Masco. Et ce fort a bien défendu la rade de Pointe-à-Pitre. Galeries souterraines, fours à pain ou autres vestiges du passé historique de ce fort sont au programme de cette journée qui sera également ponctuée par un hommage au professeur Alain Yakou entre autres. Cette journée des communautés de l'association Coreca est une manifestation devenue traditionnelle pour ses membres qui profitent de ce moment pour partager et échanger tous ensemble. Notre tour d'horizon traditionnel de notre grande région de la Caraïbe, où il est d'abord question de Porto Rico, avec sa dette qui place naturellement le pays dans une situation de banqueroute. Eh bien, cette dette pourra être désormais renégociée grâce à un vote intervenu au Sénat américain. Au terme du projet de loi adopté par le Sénat, Porto Rico se voit exceptionnellement octroyer le droit de renégocier sa dette sans risquer d'être poursuivi en justice par ses créanciers. Le dispositif déjà voté à la Chambre des représentants début juin et que Barack Obama s'est dit prêt à promulguer a été approuvé par 68 voix contre 30. En contrepartie, le territoire qui croule sous une dette de quelques 70 milliards de dollars sera virtuellement placé sous la tutelle financière des États-Unis, à qui il a été rattaché à la fin du XXe siècle. Ce projet a été adopté alors que Porto Rico s'apprêtait à faire défaut sur 2 milliards de dollars de dettes dues à ses créanciers. Pour faire face à ses futures obligations, la loi met en place un comité de supervision qui aura la charge de négocier avec les créanciers de l'île qui s'étaient rués en masse sur Porto Rico en raison de forts rendements. Les promoteurs de la loi, dont le chef de file des Républicains Paul Ryan, ont toutefois insisté sur le fait qu'aucune assistance financière fédérale ne serait rapportée à l'île. Ce dispositif protège les contribuables américains d'un renflouement du territoire, a assuré Paul Ryan. Selon ses promoteurs, cette loi ne pourra par ailleurs être invoquée par d'autres États fédérés américains qui, contrairement aux villes comme Détroit, ne peuvent se déclarer en faillite. Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, exprime sa préoccupation quant au contexte dans lequel se poursuit le processus électoral en Haïti. Michaël Jean exhorte l'ensemble des acteurs politiques à tout mettre en œuvre pour privilégier le dialogue et l'intérêt supérieur du peuple haïtien et souligne que toute initiative qui pourrait être prise dans ce contexte doit œuvrer au parachèvement du processus électoral dans la plus grande sérénité. La secrétaire générale rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie poursuit son soutien au processus électoral en cours en Haïti. Les États-Unis affrontent Cuba, mais cette fois, c'est pour le sport. Le 7 octobre, à La Havane, un match amical réunira les deux pays dans un contexte de rapprochement historique. Le match du 7 octobre à La Havane sera la deuxième visite de la sélection américaine à Cuba depuis 1947. Les États-Unis et Cuba s'étaient affrontés en 2008 dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Team USA s'était imposé 1-0. Le rapprochement entre Cuba et les États-Unis a débuté à l'initiative du président américain Barack Obama à partir de décembre 2014. Il s'est rendu en mars dernier en visite officielle de 3 jours pour sceller un rapprochement longtemps inimaginable.
Un mot de cyclisme avec la 40e édition du Tour cycliste de Marie-Galante qui s'est achevée aujourd'hui et a été remportée par le jeune Cédric Locatin de l'Excelsior. La 5e et dernière étape a vu la victoire du coureur de la défense, Grégor Kwiatkowski. Ce Tour de Marie-Galante est la première grande épreuve d'une période riche en événements cyclistes. Une période qui s'achèvera avec le Tour de la Guadeloupe du 29 juillet au 7 août prochain. Et c'est une période qui voit également une très nette augmentation de la vente de vélos. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Alors, comment choisir son vélo? Suivez le guide Johan Charpentier-Titi. Les vacances sont là, plus d'excuses maintenant pour reporter la sortie vélo, prévue depuis des mois. Mais attention, le choix de la bicyclette est primordial. Loisirs, sport, performance, le choix est large. Le tout est de bien cibler ses besoins, n'est pas Boris Carène qui veut. Donc c'est le VTT loisir, on va dire qu'on peut l'utiliser pour les petites sorties, se faire plaisir en famille ou entre amis. Donc c'est occasionnel. Donc l'avantage du cadre alu, c'est que c'est plus léger que l'acier et on a du confort grâce à la suspension qui est juste ici. Donc là vous avez 21 vitesses, 3 plateaux et 7 vitesses à l'arrière. Pour les plus sportifs et une utilisation plus intensive, il faudra plutôt se tourner vers un VTT plus haut de gamme. C'est un modèle, on va dire, performance pour les utilisateurs plus avancés qui veulent démarrer en compétition. Donc on a un cadre qui est assez léger avec une fourche hydraulique qui est réglable et bloquable. On a aussi le frein hydraulique. Donc contrairement au frein à patins, l'avantage en compétition, c'est qu'on va avoir un frein qui est très réactif et on n'aura pas de souci par rapport à la boue. Même si la boue a tendance à s'encrasser entre la fourche et la roue, on n'a pas de souci là avec le système hydraulique. Et si l'envie vous prenait de vous lancer sur les routes tortueuses du Tour de Marie-Galante, direction le vélo de route. On a des modèles beaucoup plus légers avec du carbone au niveau de la fourche. Et toujours un cadre alu. Là, on va passer sur des jantes beaucoup plus professionnelles, des jantes Mavic, qui sont plus légères et avec de meilleurs roulements. Et là, c'est un des meilleurs équipements Shimano. On est sur la gamme Shimano 105. Donc c'est très fluide et très précis au niveau des réglages. N'oubliez pas cependant, quelle que soit votre pratique du vélo, la sécurité n'est pas à prendre à la légère. Casque, gants, gilets fluorescents. D'ailleurs, grâce à ce dernier, vous pourrez toujours vous targuer d'être un maillot jaune permanent. L'hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand célébrait aujourd'hui son 50e anniversaire avec une journée porte ouverte et un grand meeting, un meeting préparatoire du prochain Grand Prix du Conseil régional. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. 13 jockeys, 7 courses. Pour sa 8e réunion, l'hippodrome de Saint-Jacques a ouvert ses portes au public. L'occasion pour les Guadeloupéens de découvrir ce lieu, mais pas que. C'est aussi une journée très importante dans la mesure où il s'agit de la journée préparatoire pour le Grand Prix du Conseil régional qui aura lieu le 24 juillet ici à l'hippodrome de Saint-Jacques. Alors aujourd'hui, il y a un jockey qui vient pour la première fois cette année, qui connaissait l'hippodrome, il était venu l'année dernière. C'est Anthony Bernard, c'est un jockey qui monte en métropole, qui a fait le déplacement. Et il a gagné 3 courses pour l'instant dans la journée. Donc je crois qu'il s'est peut-être adapté et c'est de bon augure pour la prochaine fois parce que d'après ce que je sais, il sera là notamment pour le Grand Prix du Conseil régional. Quoi de mieux pour préparer le Grand Prix du Conseil régional du 24 juillet prochain que de remporter ses courses comme Anthony Bernard et Louana Lalungue dans leurs catégories respectives. C'est un cheval que je montre régulièrement depuis le début de l'année. J'ai déjà gagné des courses et il a fait des petits coups bas aussi qui n'étaient pas trop en forme. Mais là, j'ai vu qu'il est revenu au plein de sa forme. Donc voilà, et c'est grâce à l'équipe Moutoussamy. Donc pour moi, on essaye de continuer comme ça cette année, d'avoir le plus de victoires que possible, que ce soit les grands prix ou des courses normales. Donc on essaye d'avancer et voilà. Oui, c'est un cheval que j'ai découvert il y a 3 semaines en Martinique, que j'ai gagné. Là, on est venu ici pour le préparer pour le Grand Prix, pour bien connaître le cheval, la piste. Et le cheval était en forme et on croise pour le jour J. Exposition, animation, paris et courses, devant un public venu en nombre pour l'occasion, la journée porte ouverte de l'hippodrome de Saint-Jacques a attiré à Anse-Bertrand tous les amateurs du monde hippique guadeloupéen. Nous refermons cette édition avec les images du fameux bal des cuisinières qui s'est tenu hier soir au World Trade Center à Jarry, un bal à guichet fermé au son du groupe Jeunesse, le plus ancien ensemble musical de Guadeloupe.
Plus de 550 participants ont arpenté ainsi la piste, comme vous le voyez. Ce grand rendez-vous traditionnel des cuisinières s'inscrivait cette année dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe. Le temps qu'il fera sur notre archipel ce soir et demain, après une éclaircie cet après-midi, accompagnée cependant du retour de la brume de sable, eh bien, la pluie revient ce soir sur toutes nos îles. Le ciel sera d'ailleurs très nuageux demain matin. Les températures seront comprises en moyenne entre 27 et 29 degrés. Dans un instant, les informations nationales et internationales, une météo détaillée de notre grande région. Et puis notre soirée sera consacrée au magazine Zone Interdite. Demain, retour de l'information régionale et vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal. Excellente soirée sur Alizé et à très bientôt.